Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vendredi 8 novembre 2019, nous avons eu une réunion à Toulon de la coordination régionale CGT Santé et Action sociale PACA. Ça a été l'occasion donc de dresser un peu une analyse du contexte actuel qui est très difficile, dont nous y reviendrons plus tard, mais également donc des perspectives qui s'annoncent et comment aujourd'hui on prépare un 5 décembre le plus puissant possible, le plus percutant possible. Donc tout ça, donc, je vais un peu le relater au travers du rapport d'actualité qui a été lu en début de séance et qui relate de manière assez complète un peu la situation et les propositions de perspective. Donc la vidéo est un peu longue bien entendu, mais je pense qu'elle en vaut le coup, surtout dans le contexte actuel. Le 15 octobre, lors de la manifestation parisienne, on a vu la répression policière s'abattre sur les pompiers, qui est probablement le métier auquel les Français sont le plus attachés. C'est assez révélateur de la conception du pouvoir de ce gouvernement qui ne veut répondre à la colère du peuple, à la souffrance des populations, uniquement par une répression qui ne cesse de monter en puissance, que ce soit au travers de lois répressives, de violences policières et de violences judiciaires. Cette stratégie de la peur du pouvoir veut ancrer dans la tête des citoyens qu'aujourd'hui, manifester est dangereux et qu'on peut se faire tirer dessus ou se retrouver en garde à vue. Comme en témoigne l'interpellation musclée du secrétaire de l'UD CGT de 93 il y a quelques jours. Aujourd'hui, tenir une banderole halte à la casse des services publics est devenu criminel. On pourrait citer le traitement qui est fait aux Gilets jaunes depuis quelques mois, mutilés et harcelés, pour revendiquer un monde meilleur. On pourrait citer le gazage à bout portant des manifestants lors de la marche pour le climat, des militants frappés en train de distribuer des tracts, des délégués syndicaux en garde à vue, un biologiste arrêté à Nice alors qu'il faisait des études sur le contenu des gaz lacrymogènes. Ce ne sont pas quelques dérives, mais bien un changement de système qui se met en place. Avant de revenir en France, si on fait un zoom sur la situation internationale, on s'aperçoit que cette politique ultralibérale, agressive et autoritariste crée une situation explosive un peu partout. Avec des peuples qui revendiquent le droit d'exister, le droit d'être entendu, comme en témoigne ce qui se passe actuellement en Équateur, au Chili, au Liban, à Barcelone, à Hong Kong, etc. Cette extrême brutalité des politiques menées conduisent et vont de plus en plus conduire à des révoltes populaires. La pression mise sur les États par le FMI, comme le chantage de prêts accordés en fonction de mesures drastiques et antisociales envers les populations, multiplie les zones de conflit. On pourrait également citer la crise humanitaire au Venezuela, provoquée par des sanctions unilatérales des États-Unis, en dehors de tout cadre légal et à l'encontre du droit international, afin d'affamer le peuple, pour qu'il se retourne contre Maduro. Et Macron est très mal à l'aise avec cette situation où il soutient Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président au travers d'une stratégie qui n'a pas marché, puisqu'il n'a été suivi ni par le peuple ni par l'armée. Toujours au niveau international, Facebook a le projet de créer une monnaie Libra qui pourrait court-circuiter des puissances publiques. Elle pourrait devenir la monnaie de référence de 2,5 milliards d'utilisateurs. D'autre part, Facebook a un autre projet incroyable, celui de créer une Cour suprême qui serait indépendante de tout État et qui énoncerait ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas, au regard de la vérité. C'est gravissime. À ce sujet, il est important de s'intéresser aux propos de Peter Thiel, fondateur de PayPal, actionnaire important de Facebook et conseiller de Donald Trump, qui a dit récemment « Il faut supprimer la démocratie qui empêche le marché de fonctionner. Il faut supprimer la politique qui ne sert à rien et il faut s'appuyer sur l'efficacité fonctionnelle du calcul. » Et Facebook, avec Libra et la Cour suprême, se situe dans un processus afin de supprimer toute puissance publique, toute régulation, et qui considère que le marché est le seul champ de référence rationnel, qu'il est intégralement calculable et que tout doit être soumis au calcul. Là encore, il s'agit d'une volonté de réforme systémique à l'échelle mondiale. L'autoritarisme croissant du libéralisme a besoin de renforcer et d'unifier les contrôles de masse. Nous vivons une mutation importante de nos sociétés où les plateformes, dont les principales sont les GAFA, qui, en tant que puissance planétaire, imposent de plus en plus leur puissance. Cela est très inquiétant et ce qui l'est tout autant, c'est le manque de débat d'idées sur ces questions. Nous avons des blocs très inquiétants qui se mettent en place. D'un côté, en Chine, un totalitarisme algorithmique
où les citoyens, par exemple, sont évalués avec le crédit social chinois, et d'un autre côté, un bloc occidental, sous gouvernance américaine, qui est en train de prendre une direction similaire, mais plus perfide. En Chine, cela se voit, même ils le disent dans les discours, en signifiant par exemple que les nouvelles technologies améliorent de manière considérable le contrôle de masse, alors qu'en Occident, ils le font, mais ils ne le disent pas, c'est plus caché, plus hypocrite. Avec par exemple Facebook qui se substitue à l'État comme puissance de contrôle. Quand on voit le président Macron, qui a reçu 2 fois d'affilée Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, et qui semble s'accommoder avec ses analyses, c'est aussi extrêmement préoccupant. Nous sommes en train de passer d'une société de contrôle à une société d'hyper-contrôle. Cela se traduit par ce que Bernard Stiegler appelle la servitude volontaire automatisée. Et ce qui se passe actuellement du côté de la Silicon Valley est tout aussi inquiétant que ce qui se passe en Chine. Il faut dépasser les diversions, regarder ailleurs pour ne pas voir ce qui se passe chez nous, et dépasser l'émotionnel du moment pour passer à de véritables analyses, pour produire des alternatives à ce monde qu'il tente de nous imposer. Et il faut produire de nouveaux modes de réflexion qui sont indispensables à la production de nouveaux modes d'action. Nous avons besoin d'avoir des analyses plus approfondies sur ces questions essentielles. Il faut se servir du calcul, des algorithmes, non pas pour asservir ou pour prolétariser la population, mais au contraire pour déprolétariser les personnes et revenir également à une revalorisation des savoirs et des savoir-faire. La situation financière dans le monde est actuellement très dangereuse. De nombreux spécialistes financiers expliquent de plus en plus qu'il suffira d'un grain de sable pour que tout s'écroule. Et les États auront moins de marge de manœuvre qu'en 2008 pour injecter des masses considérables d'argent. La situation climatique est également très dangereuse et de plus en plus de personnes dans le monde en ont conscience. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a expliqué récemment que nous nous approchons du bord du gouffre et qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour agir. En un siècle, la planète a perdu 70% de la diversité biologique. Et si rien n'est fait à court terme, c'est quoi la solution? Le survivalisme comme aux États-Unis, où les citoyens achètent tous des armes, même des armes lourdes, et se construisent des bunkers? Il faut être lucide. Il ne faut pas faire de déni, mais au contraire travailler à la production de quelque chose de nouveau. Il faut ouvrir des perspectives. Cela devrait commencer par faire un vrai bilan de la situation, une vraie critique. À noter une révolution extrêmement négative qui se prépare avec la 5G, où on va assister à une multiplicité énorme des relais, ainsi qu'une multiplication énorme des fréquences. Nous allons donc être percutés, et cela va avoir un impact sanitaire pour les citoyens. Cela va avoir un impact sur le monde du travail phénoménal qu'on ne mesure pas encore, et cela va accélérer la mort de la biodiversité. Et en France, peut-on encore parler de démocratie car la presse n'est plus libre et n'est plus indépendante? Peut-on encore parler de démocratie quand les mensonges d'État laissent progressivement la place à un état de mensonge permanent? Nous sommes un pays riche, un pays très riche, qui vient de voir le nombre de citoyens vivant sous le seuil de pauvreté encore augmenter. Selon l'INSEE, 9,3 millions de pauvres, soit 400 000 de plus à un an. Un pays géré comme une entreprise, une politique bénéficiant aux plus riches qui laisse de plus en plus de personnes sur le bas-côté. Il est important d'avoir à l'esprit que les citoyens français font face au gouvernement le plus hostile aux acquis sociaux, aux protections, aux services publics et aux libertés individuelles depuis extrêmement longtemps. Une politique menée très dure où il s'agit de convaincre la population que cette politique est bonne pour eux, en renforçant la communication-manipulation et en renforçant la répression policière et judiciaire. Aujourd'hui, tout est fait pour verrouiller les lanceurs d'alerte. Tout est fait pour qu'on ne puisse plus dire la vérité. On a l'impression que dans beaucoup de domaines, le mensonge est devenu la règle et la vérité est devenue l'exception. Et cela s'est considérablement accentué depuis mai 2017 avec l'élection de Macron. Platon disait « La corruption de la société commence par la corruption des mots ». Et aujourd'hui, nous n'avons jamais autant été dans une société orwellienne
avec un gouvernement qui ne fait plus qu'un avec la novlangue. Les mots sont vidés de leur substance. Ils appellent protection des salariés le fait de supprimer un maximum de protection. Ils appellent lutter contre les fake news le fait de les multiplier et de lutter contre tout ce qui pousse les citoyens à la réflexion. Ils façonnent notre rapport au monde, ils façonnent notre rapport à la réalité. Par exemple, les fermetures d'hôpitaux ou de services sont devenues des transformations de services. Les manifestations pacifistes sont devenues des fauteurs de troubles. Des nuages de fumée toxique deviennent des nuages sans aucun danger à Rouen, sur le site de Lubrizol. Et au plus il nous parle de neutralité, au plus l'État se comporte en garant des intérêts privés et des riches. Et oui, l'État protège Warren Buffett, le milliardaire, président de Lubrizol, qui avait dit d'ailleurs « La guerre de classe se mène et c'est ma classe qui est en train de la gagner ». Et on supprime 800 millions d'euros au budget des hôpitaux pour 2020 pour sauver l'hôpital public. Et au plus, il tente de nous rassurer en nous disant que tout va bien, au plus tout le monde touche du doigt le fait que tout va mal, et au plus il nous enfonce la tête sous l'eau. Avec la réforme Blanquer des lycées, il façonne leur réalité en célébrant le marché, les entreprises et en supprimant des programmes, tout ce qui peut être critique, en supprimant tout ce qui fait référence au chômage, tout ce qui fait référence aux inégalités, aux plus-values, à l'exploitation. Il ne s'agit plus de formation, mais de formatage néolibéral. Après vider les mots de leur substance, ils suppriment aussi les instances qui peuvent mettre en évidence la réalité qu'ils essaient d'effacer. Depuis 20 ans, l'OMPES, Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, diffuse en toute indépendance des études pour mieux lutter contre l'exclusion qui frappent de plus en plus de personnes. Les derniers chiffres de la pauvreté font apparaître d'ailleurs 400 000 pauvres en plus en un an. Et là, on apprend que le gouvernement Macron supprime cet observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Donc, pas d'observatoire, pas de chiffres, pas de pauvres, et le président des riches ose tout et revient sur un des acquis majeurs de la loi de 1998. C'est synchro et c'est complémentaire de la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui durcit les mesures au 1er novembre et qui va accroître la pauvreté. On pourrait également citer la fusion-suppression de la commission de déontologie de la fonction publique qui constitue une porte ouverte à davantage de dérives et de pantouflage. Et on nous dit que cela est réalisé dans l'objectif de plus de transparence et de neutralité. Une fois de plus, on observe le sens des mots comme le sens des objectifs recherchés. Sur la retraite et sur la pénibilité, on nous explique qu'avec la réforme des retraites, on va aller mieux, alors que les calculs montrent que ça va baisser de manière importante les pensions. Sur le chômage, on nous dit qu'on va vers du mieux également. 1,2 million de personnes ne vont plus toucher le chômage et il va falloir 6 mois pour recharger son chômage. Macron a dit « Moi, je n'adore pas le mot pénibilité car cela donne le sentiment que le travail serait pénible. » C'est très révélateur du rapport au travail de la classe dominante. Pour ceux de sa classe et de sa condition sociale, le travail ne sera jamais pénible, sera toujours très fortement rémunéré et ils ne connaîtront jamais le chômage. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. La réalité, pour la très grande majorité des gens, est tout autre. Comme l'a montré courant octobre, le film documentaire diffusé sur Arte, Travail, salaire, profit, et d'ailleurs qui est un accès libre sur Internet. On voit bien dans ce reportage que les mots sont une arme où nos adversaires néolibéraux nous enferment dans leur langage, comme le plan de sauvegarde de l'emploi, qui est en fait un plan de licenciement, et les syndicalistes deviennent des partenaires sociaux. Partenaires de qui? Partenaires de quoi? Nous ne sommes en rien partenaires de ces gens-là. Nous ne sommes que des adversaires sociaux, puisque nos intérêts sont radicalement opposés. Et d'ailleurs, la classe dominante ne s'y trompe pas, puisqu'ils essaient de réduire, comme peau de chagrin, le rôle et le pouvoir des syndicats à chaque réforme.
On y voit la nécessité de baisser le temps de travail pour partager le travail et non travailler plus et plus longtemps, comme on essaie de nous l'imposer en ce moment. Il est aussi indispensable de redonner au service public la place qui devrait être la leur. Pour ceux qui ont les revenus les plus bas, pour que la vie soit possible, il faut des services publics puissants. Or, depuis Sarkozy, en passant par Hollande, et là avec Macron, tout particulièrement, le seul objectif est de détruire les services publics dans les hôpitaux, à l'école, dans les transports, dans les postes, etc. Nous avons également besoin d'une augmentation de salaire importante. Et chaque fois dans l'histoire qu'on a augmenté les salaires, le patronat a toujours dit que ce n'est pas possible, que cela allait conduire à la ruine, et on a toujours vu que c'est tout l'inverse qui s'est passé. Ensuite, ils nous disent que le trou de la sécurité sociale est revenu. Non, il ne s'agit que d'une fake news de plus, de mensonge d'État de plus. Ils détournent l'argent de la sécurité sociale, qui est structurellement excédentaire, 11 milliards normalement en 2019. L'État impose à la sécurité sociale de rembourser les dettes accumulées pendant la crise financière de 2008. L'excédent de la Sécu est donc détourné pour éponger les défaillances des banques. Et puis, également, l'État a décidé de faire payer à la sécurité sociale les exonérations sur les heures supplémentaires, donc 1,9 milliard, les exonérations de la prime de Noël, 1,2 milliard, la baisse sur les retraites à faible pension, 1,5 milliard, la baisse de forfait social, 0,5 milliard. Cela correspond au déficit annoncé. Cependant, Macron et ses amis ont beau être très bons en communication en entourloupe, à un moment, ils se heurtent au mur du réel. Et le mouvement des Gilets jaunes ou la crise inédite des urgences en sont les symptômes. Les citoyens s'aperçoivent de plus en plus que chaque réforme, aujourd'hui, contribue à appauvrir les populations et à détériorer leur quotidien. Chaque réforme contribue à marchandiser un peu plus des pans entiers de la société, l'être humain et ses données personnelles. Des réformes qui contribuent à apporter plus de liberté à une petite minorité et plus de contraintes à la très grande majorité. Et chaque réforme est un pas de plus vers un changement de système où il s'agit de liquider la sécurité sociale, les retraites, l'hôpital public, les aides sociales, l'assurance chômage, etc. Avec, comme principe, le pauvre est responsable de sa pauvreté, le chômeur est responsable de son chômage, et le malade est responsable de sa maladie. Et si les gens n'ont plus d'argent le 15 du mois, ce serait leur faute. Dans un contexte où l'État a démissionné de son rôle de garant de l'intérêt général et qu'il est simplement là pour faciliter la marchandisation de tout, c'est à chaque citoyen, à chaque travailleur de prendre son destin en main et pour permettre un changement radical afin de ne pas se retrouver très prochainement dans un mur. Le contexte est favorable à une prise de conscience des personnels et plus globalement des populations. Bourdieu disait que la vérité est un enjeu de lutte. Oui, la vérité dépend du rapport de force à un instant T. Et le camp d'en face mène une lutte acharnée en déployant tout un arsenal de moyens. Alors certes, nous n'avons pas les mêmes moyens, mais de micro-résistance en micro-résistance, on fait avancer nos idées, on fait avancer des perspectives engageantes, et on peut donner envie à de plus en plus de citoyens d'autres choses, d'une autre société. Et aussi afin que chacun puisse croire que c'est possible. C'est pour cela qu'il n'y a pas de petite lutte, et chaque lutte, chaque résistance est importante et fait partie d'une riposte globale. Il y a de nombreuses luttes à organiser, et un des enjeux centraux est la question du financement. C'est une bataille qu'il nous faut mener avec intensité. Le 29 octobre, à l'Assemblée nationale, s'est déroulé le vote du PLFSS en première lecture. A été votée une économie de 800 millions d'euros pour les hôpitaux, par exemple. Dans le contexte de crise actuelle, c'est criminel. Et à côté de cela, ils veulent augmenter le budget de l'armée de 1,7 milliard. Le vote définitif du projet de loi de financement de la Sécu n'a pas eu lieu et il nous faut continuer à mettre la pression sur les parlementaires et diversifier nos modes d'action. La Boétie disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, relevons-nous ». Oui, se mettre debout permet de voir plus loin. Se mettre debout permet de retrouver espoir. Et partout, nous devons contribuer à remettre le peuple debout. La journée du 14 novembre va dans ce sens. Le 14 novembre, journée nationale sur la santé, pour porter nos exigences sur les effectifs, sur les lits, les salaires, la proximité. Une date qui doit mettre la pression au gouvernement comme aux parlementaires pour casser leur inflexibilité en matière de compression des budgets de la sécurité sociale.
Une manif nationale est organisée à Paris. Certains départements de la région envoient des délégations, comme l'USD 83 qui enverra une grosse délégation à Paris. En même temps, des rassemblements sont organisés dans plusieurs villes, à Marseille, devant le CHU de la Timone, à Nice, place Garibaldi, à Avignon, etc. Puis une action à connotation régionale est organisée à Manosque, où plusieurs départements ont prévu d'envoyer des délégations. En effet, le 14 novembre est organisé à Manosque, salle Osco Manosco, les Agoras de la santé de l'ARS PACA. Une journée pour mettre encore plus de poids dans notre exigence d'une augmentation de l'ONDAM à 5% minimum. Une journée pour les personnels des différents secteurs de notre champ, sanitaire, médico-social, social, privé, public, pour interpeller élus, parlementaires, décideurs, pour obtenir des moyens supplémentaires pour notre système de santé et de protection sociale. Cette date s'inscrit dans un processus plus global qui est la préparation d'un processus de lutte afin de construire un 5 décembre le plus puissant possible. Et Macron et son gouvernement l'ont très bien compris. Je n'aurai aucune forme de faiblesse, a déclaré Macron à propos des grèves du 5 décembre contre sa réforme des retraites. Le message traduit pourtant la peur qui gagne le pouvoir. Déjà, il cherche comment endormir les cheminots par des mesures de transition. Le pouvoir autoritaire en place cherche également à endormir les hospitaliers avec Buzyn, qui devrait annoncer des mesures dans les prochains jours. On y voit la peur du gouvernement de la coagulation des hospitaliers avec tous les autres secteurs le 5 décembre. Le 5 décembre est un de ces moments très importants comme on en connaît peu. Le moment de créer des failles, le moment de pousser à la création de bifurcation, le moment de créer un changement radical. Le 5 décembre et les jours d'après, nous avons besoin de monter en intensité. Nous avons besoin de déplacer le curseur de notre détermination, le curseur de la percussion de nos actions. Des secteurs stratégiques qui peuvent bloquer l'économie du pays, comme les transports, s'apprêtent à entrer dans la lutte à compter de cette date. Il va falloir leur montrer un soutien le plus massif possible afin de s'inscrire dans un réel processus de lutte et de grève. Aujourd'hui, nous sommes à un moment de l'histoire où nous ne faisons pas face à quelques réformes à la marge, mais à un ensemble de réformes systémiques pour remettre en cause l'ensemble du système. Tout le monde semble avoir pris conscience que seul on ne s'en sortira pas, qu'il faut davantage travailler les convergences. Sauf qu'il nous faut remettre les syndiqués sur le terrain et davantage rencontrer les travailleurs. Car si nous sommes spectateurs, comment après vouloir que nos syndiqués, puis les travailleurs, ne soient pas également spectateurs? Nous avons besoin d'organiser, me semble-t-il, dans chaque territoire, des assemblées générales, des débats, des meetings, des journées d'études, la diffusion de communication sur plusieurs supports, pour faire le lien entre les différentes attaques, faire le lien entre nos différentes propositions, faire le lien entre les différentes perspectives d'action, et expliquer l'importance de se remonter les manches. Nous avons besoin de trancher certaines priorités. À mon sens, dans le contexte actuel, tout ce qui est institutionnel n'est pas la priorité. Aller blablater avec le patronat et ses relais n'est absolument pas la priorité. Aller discuter des retraites avec les personnels de la santé et de l'action sociale, ça c'est important. Faire face à la dépolitisation des personnels, prendre le temps de réexpliquer ce qu'est le système, c'est très important également. On séquence peut-être un peu trop nos formations, nos informations, avec l'étude d'un seul angle, alors qu'il y en a de très nombreux. Ensemble, il faut bien faire comprendre aux gens que la révolution ne se fait pas derrière un écran, avec un j'aime ou un j'aime pas. Il faut que les gens comprennent que la révolution ne se fait pas en signant une pétition en ligne, mais elle se fait dans la rue. On a aussi intérêt aujourd'hui à dépasser nos animosités, ce qui nous divise, et travailler à tout ce qui nous unit. Le contexte est favorable pour travailler les convergences, notamment avec des collectifs, avec des associations qui sont dans la demande. Il nous faut continuer à développer les luttes territoriales, il faut continuer à développer les zones de résistance, il nous faut rendre visibles les effets de leur politique comme nos propositions. Toutes les luttes menées, toutes les résistances organisées apportent des avancées, même si elles peuvent paraître parfois invisibles.
Quand on voit qu'en un an, la perception des Français relative aux médias a évolué, 35% des Français faisaient confiance aux médias il y a un an, ils ne sont plus que 24% à ce jour, à croire en leurs paroles. De même, l'idée que d'un côté il y aurait les gentils gouvernants et que de l'autre il y aurait les méchants fauteurs de troubles, cette idée est de plus en plus en train de se fissurer. Les peuples du monde semblent davantage à la recherche d'héros anti-système. Dans les révoltes populaires aux quatre coins du monde, on voit de plus en plus des manifestants porter des masques de Casa del Papel, des masques de V comme Vendetta, ou encore des masques du Joker. Ce n'est pas anodin, l'image de la résistance est en train d'évoluer à nouveau de manière positive. Actuellement, nous sommes sur un virage qu'il ne faut pas louper, car cela risquerait de nous affaiblir énormément pour la suite. Si la CGT ne prend pas pleinement sa place dans ce virage, peut-être qu'ensuite les gens continueront sans nous. Donc nous avons une responsabilité majeure dans la période. C'est extrêmement important ce qui est en train de se passer. Il y a une évolution dans le pays des pôles de contestation, comme notamment les Gilets jaunes. Et on a fortement intérêt à se rapprocher de toutes ces forces et dépasser les éventuelles crispations, dépasser les postures, les préjugés et les slogans. Nous avons besoin de travailler autrement syndicalement, de rencontrer les salariés, et notamment là où ils ne sont pas organisés. Il est de notre devoir d'exploiter cette conjoncture pour apporter notre contribution au travail de prise de conscience, mais également au travail de mise en avant de perspectives, avec nos propres analyses et nos propres modes d'action, tout en sachant s'adapter au monde qui nous entoure, et en sortant aussi de nos zones de confort. Partout, il nous faut engager des débats, organiser des AG. Partout, il nous faut élaborer des plans de travail les plus ambitieux possibles. Partout, il nous faut mettre en débat la question de la grève reconductible et multiplier différentes formes d'action afin d'élever le rapport de force. Faire plier le gouvernement sur les retraites revêt un enjeu majeur, non seulement pour que ce projet extrêmement nocif soit retiré, mais pour reconquérir également la catégorie active, pour un départ anticipé à la retraite, ainsi que la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers, dans le privé comme dans le public. Nous avons le devoir de déplacer le curseur vers le haut, dans nos prises de position, dans nos stratégies, dans nos convergences, dans nos actions, pour gagner et pour retrouver la dignité, et tout simplement pour un monde meilleur.